Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Aripa, bonjour. Bienvenue. Téléspectateurs, bonjour. Merci. Belle cravate ce matin. Merci. On commence par Dynamisme Info, si vous le voulez bien, Laurent Roland Tonekes, qui propose ce matin à sa une transmission au Parlement du projet de budget de l'État exercice 2024, une procédure inhabituelle attaquée devant la Cour. Oui, il faut rappeler que le budget de l'État exercice 2024 est de l'ordre de 3 milliards 149 000 en tout cas millions et que cela, il est projeté une croissance de 6,5% à l'horizon 2024. Mais toujours est-il que la manière dont ce budget a été envoyé à l'Assemblée nationale est attaquée par l'honorable Kamawan Sagari et je crois qu'il a évoqué les questions. Les questions qu'il a évoquées, il a parlé de violation, en tout cas de non-respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale parce que la procédure la procédure n'a pas été respectée. Il a évoqué les articles 141, 144 que je me permettrai par 141, 144, 145 que je me permettrai de vous dire ce que ça dit. En fait, l'article 145 dit que le budget de l'Assemblée nationale fait partie intégrante du budget de l'État voté annuellement conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. Ça, c'est le premier aspect. Et à ce niveau, il faut rappeler que le budget de l'Assemblée nationale n'a pas encore élaboré son budget. En fait, c'est l'Assemblée nationale qui finit de faire son budget, envoie ça au ministre des Finances qui doit intégrer ça dans le budget général de l'État. Mais malheureusement, dans le cas d'espèce, il estime qu'il dit que le budget de l'Assemblée nationale n'a pas encore été élaboré dans cette mesure. Et donc, dans le document qui a été envoyé, qu'il y a un budget de l'Assemblée nationale qui serait en tout cas un budget fictif attribué à l'Assemblée nationale. Cela montre clairement que c'est tout comme s'il n'y a plus de séparation de pouvoir et que l'exécutif peut-être a élaboré déjà un budget pour l'Assemblée nationale. En place des députés. Alors, il évoque un autre article que je me permettrai de lire rapidement aussi. Il parle de l'article 154 du même règlement intérieur qui stipule que l'Assemblée nationale établit son budget prévisionnel et le transmet au ministre des Chargés des Finances pour intégration au budget général intégral de l'État. Donc, quand on regarde ces faits, on se pose la question de savoir alors pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça. Et dans la même situation, vous allez vous rendre compte que les députés sont déjà invités au Parlement pour étudier, en tout cas, pour parler de ce budget. Et donc, le député estime que non, en fait, il y a mal dans la manière dont on a procédé à la transmission de ce budget de l'État. Je veux bien croire que la Cour dira le droit, la Cour donnera son avis sur la question et permettra aux députés d'intégrer en tout cas le budget, réellement, le véritable budget voté par les députés de l'Assemblée nationale, plutôt que de se conformer au budget qui aurait été effectivement, en tout cas, attribué à l'institution. Parce qu'on parle de séparation de pouvoir. Les députés s'asseyent, étudient et font leur budget, envoient, parce que c'est eux qui savent ce dont ils ont besoin, c'est eux qui savent ce qu'ils veulent faire au cours de l'année. Donc, quand on leur attribue un budget et qu'à la fin de l'année et qu'ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif, c'est qu'il y a un problème. Donc, je veux bien attendre de voir la suite. On fait confiance à la Cour constitutionnelle. C'est vrai que ce n'est plus la Cour qu'on redoutait pour autant par le passé. Donc, on veut bien voir si le procès doté sur ça fera, en tout cas, la part des choses. Est-ce que vous pensez que la Cour ne fait pas la part des choses, c'est ça, Laurent? C'est un secret professionnel que toutes les cours n'ont pas fait la part des choses à tous les moments donnés. Ce n'est pas surprenant de la voir. La cour sur ça vient de démarrer. Donc ça fera partie des premiers tests parce que rien que ces articles cités... La Cour d'ailleurs qui a fait le point de ses 100 premiers jours il y a quelques jours, voilà. Voilà, et donc de toute façon, de bons résultats ça fera partie des premiers tests grandeur nature pour la Cour sur ça. On attend de voir parce que ce que soulève le député est bien clair. Si on s'en tient à ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, quand on s'en tient à tout ce qui se passe, c'est que normalement, on sait ce qu'il pourrait dire. J'ai envie de vous donner du grain à moudre ce matin, Laurent Roland Tonekes. Qu'est-ce qu'elle analyse faites-vous alors alors, la Cour statuera pour le moment de cette prétendue violation donc, de la procédure par le ministre ou par le gouvernement. Moi, je pense que quand le gouvernement fait parfois de telles erreurs, c'est apporter de l'eau au moulin à ceux qui pensent que l'Assemblée nationale serait que la continuité du pouvoir exécutif. Alors qu'en réalité, quand on parle du pouvoir législatif dans un pays, c'est un pouvoir séparé de l'exécutif. Donc, si réellement, parce que c'est pourquoi j'ai mis au conditionnement, si réellement ce que dit
l'honorable voilà. Ouattara Sangari est vérifié, que le budget de l'Assemblée nationale n'a pas été encore élaboré, et que dans le budget transmis à l'Assemblée nationale, on voit un budget réservé pour l'Assemblée nationale qui est déjà élaboré, il y a un problème. Donc, ça donne peut-être ça donne une certaine confirmation à ceux qui pensent que l'exécutif et le législatif serait une continuité du pouvoir exécutif. Mais malheureusement, on pouvait le croire, le penser au cours de la 8e législature avec les 83 députés acquis à cause de Patrice Talon. Mais là, maintenant, vous avez 28 députés de l'opposition. Et donc, si vous avez l'habitude de le faire hier, je crois que peut-être que les gens, c'est peut-être ce qui s'est passé depuis 2019, de 2019 à 2023, et que peut-être personne n'était informé, parce qu'il n'y avait aucun député à l'Assemblée nationale de la 8e législature, les 83, qui pouvait se lever pour dénoncer une telle chose. Et donc peut-être, comme on a eu l'habitude de le faire, je le dis, peut-être, oui, voilà, comme on a peut-être eu l'habitude de le faire en 4 ans, c'est-à-dire que ça a tombé, et on est venu tomber dans le même piège, en oubliant qu'il y a désormais au moins, même si ce n'est pas 28 gardiens, au moins des gens qui sont des gardiens du peuple maintenant, qui sont là maintenant pour dénoncer ce qui ne va pas. Mais ils sont 28. Pourquoi avez-vous déjà des doutes par rapport nous sommes sur un terrain politique. À la fidélité ou à la quoi? Comment dire? Nous sommes sur un terrain politique. Oui. Je ne ferai jamais confiance à 100% à un acteur politique. Okay. Ils sont 28 députés à l'Assemblée nationale de l'opposition. De l'opposition, justement. Il y a peut-être ceux qui, notamment, sont de Patrice Talon et ceux qui sont dans la journée pour le peuple. Okay. Donc, et on a toujours vu, regardant l'histoire de ce pays, on ne doit pas être surpris de voir que parmi les 28, des gens changent de veste du jour au lendemain. Déjà. On a pu voir avec Souboniaï, avec les opposants, qui du jour au lendemain ont rapidement se sont métamorphosés. Donc, ce n'est pas surprenant. Je ne dis pas qu'il y en a déjà, je n'ai pas de preuves. Mais moi, je porte des gants en disant... Mais en tout cas, il y a donc désormais au Parlement 28 députés démocrates du parti il y a des gens... Non, donc, écoutez, depuis qu'ils sont allés à l'Assemblée nationale, oui. Il y a des gens qui sont dans les localités, qui sont élus députés, mais qu'on n'entend pas parler, mon cher. Mais en même temps, tout le monde ne peut pas parler. Non. Il y a ce qu'on appelle la discipline de groupe. Bon, non, tout le monde ne peut pas parler, Laurent. Il y a tellement de choses dans le groupe, dans le pays, et dans toutes les localités, il y a des problèmes. Oui. Et ils sont élus du peuple. Ils ne sont pas élus de leur formation politique. Parce que c'est l'amalgame que font nos élus dans ce pays. Ils se considèrent comme élus de leur formation politique, c'est vrai, c'est la formation politique qui vous a envoyé, mais vous représentez une population. Et cette population a des problèmes. Ils vivent dans des communautés. Et donc, c'est pour... En tout cas, je ne dis pas qu'ils sont... Après, vous comprendrez que tout le monde, justement, ne peut pas prendre la parole. Tout le monde ne peut pas prendre la parole. Je comprends votre logique. C'est pourquoi je dis, OK, de toute façon, si c'est une erreur que le gouvernement a faite, que le gouvernement se ravise très vite et corrige ça. Parce que quand on a l'habitude de faire quelque chose, ça peut échapper à moi. Procède d'une volonté d'aller vite. Comment ça? Vous trouvez ça normal dans un pays de droit? De toutes les façons. Non, on ne peut pas procéder du fait je vous ai donné de vouloir. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Il y a séparation de pouvoir. On arrête les frais, Laurent. Toujours est-il que la presse annonce ce matin une convocation de la 3e session, je pense, extraordinaire. Le quotidien Dynamisme Info parle de la session budgétaire, justement, au Parlement, ce qui l'amène d'ailleurs à se demander, sinon à affirmer donc que le député Kama Ouassangari a raison d'attaquer le projet de loi de finances. On verra donc. Justement, vous avez dit tout à l'heure que c'est peut-être ça procède du fait d'aller très vite. Et donc, on connaît très bien, on connaît très bien le mode opératoire du pouvoir en place et des députés à qui la cause du pouvoir. Depuis 2019, ils ont habitué à un fait. C'est-à-dire que vous entendez, c'est-à-dire la nuit, vous entendez que la loi a été transmise, peut-être le projet de loi a été envoyé à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain ou 48 heures après, tac, vous avez appris que c'est déjà voté. Et donc, le gars, en tout cas, l'honorable a été... Il est question de célérité. Oui, célérité, oui. Mais célérité, il faut aller vite. Pourquoi autant de célérité pour ne pas tenir compte des autres? On verra. La Cour se prononcera très certainement et on en reparlera. Laurent Roland Tonéi, on faisait allusion tout à l'heure, puisque le député Kama Ouassangari est du parti LD, les démocrates, le parti qui sera donc en congrès. Laurent Roland Tonéi, à Parakou, le premier. Je pense que c'est le premier congrès. Oui, le premier congrès, ok. C'est le 14 et 15. Donc, oui, c'est le premier congrès. En tout cas, après les élections, cette grande rencontre permettra peut-être certainement de jeter les bases de comment ils vont travailler pour la victoire en griffe en 2020-2026, la victoire. Et toujours est-il qu'on a annoncé, ils ont annoncé il y a quelques jours, mais depuis 48 heures, je lis qu'il y a comment vous appelez
les jeunes démocrates qui se sont constitués en association, maintenant, en groupe, maintenant en mouvement maintenant. Et c'est de leur normal la chose parce qu'au niveau de l'Union progressiste, on a le groupe des jeunes, au niveau du Bloc républicain. Également. On a le groupe des jeunes aussi au JBR. Donc, autant chaque formation doit pouvoir travailler à mobiliser les jeunes qui sont acquis à leur cause et travailler ardemment parce que c'est malheureusement la jeunesse qui devient le bétail électoral et qui est mobilisée dans tout ce que vous savez, mais qui finalement est reléguée au deuxième ou dernier rang, en tout cas après les élections. On a des témoignages, de toute façon, on fait le constat ensemble. Et donc, si ces jeunes s'organisent maintenant, avant d'aller au congrès des 14 et 15 octobre prochain, certainement ils vont se faire entendre et mettre dans la balance leur doléances, leurs propositions dans une certaine mesure. Le plus important, qu'ils n'aillent pas s'amuser à bavarder à longueur de journée. Parce que malheureusement, vous, dans tous les pays de l'Afrique, en tout cas sous les tropiques, les opposants passent assez de temps à bavarder, à se victimiser, et puis après à pleurnicher sur l'air renversé. L'heure n'est pas au bavardage et au pleurnichage dans une certaine mesure, mais l'heure est aux actions concrètes si véritablement ils veulent la victoire en 2026, parce que le pouvoir en place ne se laissera pas faire dans une certaine mesure. Et donc c'est à eux de trouver les voies et moyens et de contourner. Et en même temps aussi de faire très attention à ceux qui éventuellement ne sont ni mammifères ni chauves-souris, qui sont parmi eux, qui sont en griffe. Les taupes qui, dans la nuit, sont avec eux, dans la journée, sont avec eux, et dans la nuit, savent où ils doivent se rendre. C'est peut-être à Kadia ou quelque part là-bas, ou bien quelque part vers, je sais pas, le CNHU Ibekut Kumaga, puis c'est pas, il y en a, parce que nous sommes en politique. Et nous savons que celui qui est là maîtrise dans tous les coins, recoins, en dehors des nouveaux qui sont arrivés, auxquels qui n'ont peut-être pas de cadavres dans leur placard, il y a les anciens qui ont toujours leurs cadavres dans leur placard, qui sont soigneusement conservés peut-être à la morgue du CNHU, qu'on peut leur ressortir à tout moment. Donc, il y a ces personnes-là qui, à un moment donné, ils vont vous parler en journée, mais la nuit, ils savent qu'il y a des limites qu'ils ne vont pas franchir. Donc, au cours de ces congrès aussi, quand ils s'asseyent, ils doivent pouvoir étudier chacun et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les informations à leur niveau ne fuitent pas. Parce que quand ça fuite, tout le monde sait que les informations ont toujours fuité pour toutes les formations politiques depuis 2016, malheureusement, parce qu'ils ont en face un acteur qui les maîtrise. En tout cas, donc, l'heure n'est pas au pleurnichage, au pleurnichement, à la pleurnicherie, tout cela se dit. Attendons de voir justement. Au niveau il ne sert à rien non plus de venir dire que tout ce que Patrice Talon a fait est mauvais. Ça va être une erreur politique. En fait, de communication politique. Vous savez, quand le monsieur fait quelque chose de bon, après, il faut reconnaître que c'est bon, mettant soulever les insuffisances. Quand on me dira que oui, la statue d'Amazon, pourquoi on a fait ça, c'est un faux débat. On peut s'intéresser sur le coût de la statue d'Amazon, mais dire que ce n'est pas utile en l'état aujourd'hui, venir critiquer ça, je crois que ça n'a aucun sens. Parce que ça, de toute façon, soit l'image du Bénin à l'international. Et donc, quand je prends les voix bitumées, il ne sert à rien de dire de critiquer, que Patrice Talon est mauvais. Il vaut mieux reconnaître que la voix qui a été faite à Kogbato, 1 million, on n'a jamais imaginé qu'on peut avoir du bitume. Il faut apprécier ça. Peut-être revenir sur le coût pour dire maintenant, le problème c'est que nous n'avons pas le coût. Nous ne connaissons pas le coût. Pourquoi on ne dit pas le coût exact de la réalisation? C'est des choses sur lesquelles les gens ne doivent pas faire des erreurs. À force de dire tout le temps le monsieur est mauvais, le monsieur qui est né à Kogbato, dont la maison la rue a toujours été inondée, difficilement en train de plus y rentrer chez lui, il est obligé parfois de dormir au boulot parce que pour aller chez lui c'est difficile. On a fait du bitume devant sa maison et les boutiques, ça lui permet de monter le prix de la boutique aujourd'hui pour gagner de l'argent. Vous allez lui dire à cette personne que Patrice Talon est mauvais, il vous dira que vous êtes malade. Donc, dans une certaine mesure, il faut soigner le discours politique désormais. Et c'est pareil dans toute l'Afrique. Il ne sert à rien de dire qu'un président est mauvais à tout de go. Il faut savoir apprécier ce qui est bon et savoir maintenant dénoncer ce qui est mauvais. En tout cas, 2026, donc en ligne de mire, et 2026 nous livrera tous les secrets de ce qui se trame actuellement dans les coulisses, les couloirs des différentes formations politiques et pas que. Certainement que vous serez candidat vice-président. Vous n'êtes pas sérieux, Laurent.
Voici quelque chose de plus sérieux par contre. Restons dans le septentrion puisque le congrès du Parti des démocrates se tiendra à Parakou. Donc restons dans le septentrion, à Malanville notamment, avec le quotidien Le Matinal qui nous informe que voilà, beaucoup de camions sont toujours bloqués à la frontière Bénin-Niger. Et le BR qui s'enquiert des souffrances des conducteurs. Rachidi Badamassi a donc effectué une descente et s'est expliqué par rapport au sujet. J'ai dit il y a quelques jours ici que Badamassi souhaite se repositionner, en tout cas il travaille à se repositionner. Et je suis tenté de dire que médecin après la mort pour les transporteurs, pour ceux qui sont allés voir Sankiri des difficultés des transporteurs. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on soulève le problème des transporteurs bloqués à la frontière du Niger en tout cas. Et donc quand on prend autant de temps pour se lever pour dire qu'on veut aller Sankiri, alors qu'en réalité il n'y a même pas... la meilleure action, ce n'est pas aller s'enquérir. On sait tout ce qui se passe. Moi, je n'ai pas mis pied à Malanville, mais je sais un peu ce qui se passe en essayant d'appeler des gens dans la région. Et Badamassi connaît bien l'honorable Issa Salifou. Donc, il peut l'appeler pour savoir de quoi il est question et maintenant interpeller le gouvernement auquel il appartient, en tout cas, auquel il appartient, puisqu'il n'a pas encore dit son dernier mot, il dit qu'il veut reprendre la politique. Donc, je ne sais pas s'il veut changer de veste, on attend de voir. Mais toujours est-il que pour avoir les informations, ils ont la possibilité d'appeler, ils ont des parents dans ces milieux-là. On n'a pas besoin de venir nous faire, comment peut-être, le matu vu à la frontière, aller voir les transporteurs pour dire on veut s'enquérir de la difficulté. Les problèmes sont là. Et depuis, on attend les gens se prononcer, interpeller le gouvernement là-dessus et intervenir pour que le chef de l'État change sa position, que le gouvernement revoie sa position, pour que ces transporteurs puissent vivre. On a passé, je l'ai dit ici, c'est des pères de famille qui ont des enfants à inscrire, qui ont des familles à nourrir. Des gens ont dû mettre, des transporteurs ont dû mettre leurs employés au chômage technique. Des gens sont bloqués, des marchandises qui sont détruites, en tout cas qui sont pourries à la frontière, des manques à gagner pour les opérateurs économiques. Et on attend un mois, au-delà d'un mois, et on dit qu'on veut aller s'enquérir des problèmes des transporteurs. J'appelle ça tout simplement du médecin après la mort, et ça se fout pas mal à la limite des populations. J'estime que quand on a information dans un pays et qu'on veut parler, on parle, on sait ce que c'est que, en fait, c'est pour nous dire, vous allez voir que la preuve, c'est à la une d'un journal. Donc on veut communiquer qu'on est allé voir. Est-ce que c'est la solution? Mais quand on va s'enquérir, quand est-ce qu'on va en parler au chef de l'État et quand est-ce que des décisions seront prises? Tout ça, c'est du temps qu'on passe pour les transporteurs, qu'on paie pour les transporteurs et on les fout. Vous savez aussi bien que moi que, comme on le dit souvent, il vaut mieux tard que jamais, Laurent Roland. Il y a des situations, des dispositions sont prises. Il y a des situations dans lesquelles mieux vaut tard que jamais ne marche pas. Il y a des situations qui sont urgentes sur lesquelles il faut ici et maintenant réagir. Et quand vous ne réagissez pas, et que vous laissez le temps passer, et qu'après vous voulez descendre pour vous faire du matu vu, pour montrer que vous avez amputé ces personnes, alors que des gens parmi eux n'ont pas pu inscrire les enfants à l'école. Des gens parmi eux ont des difficultés avec leur famille. Cette descente, justement, donnera certainement une suite. Ça donnera une suite et peut-être bien qu'on arrivera à trouver ou à proposer des solutions à ces derniers. Certains parmi eux ont des camions. Je travaille au secret en disant que des acteurs politiques, beaucoup parmi eux ont des camions qui sont bloqués là-bas. Ils savent déjà ce que ça coûte à un transporteur. On n'a même plus besoin de descendre pour aller faire le matu vu. On a besoin. Non, mais écoutez, de loin, on peut avoir une idée. On peut avoir une idée. Et quand on fait une descente, on prend réellement le pouls de la situation. Écoutez, moi je connais un transporteur et je connais un peu les difficultés que vivent les transporteurs aujourd'hui. Ils le savent mieux que quiconque. C'est-à-dire, moi je dis une chose, ce n'est pas descendre qui est le problème maintenant. Ils connaissent les difficultés. La seule chose à faire, c'est de demander au chef de l'État de recourir à la CEDEAO, de revoir la position de la CEDEAO, d'ouvrir les frontières pour les transporteurs. C'est la seule décision à prendre. Il n'y a pas autre mesure. Quand ils vont là-bas pour s'enquérir, c'est pour faire quoi après? Si ce n'est pas pour aller dire à Patrice Talon de recourir à la CEDEAO, de revoir la position de la CEDEAO, notamment les sanctions et d'ouvrir les frontières pour que les transporteurs travaillent là. C'est quoi? C'est comme si, est-ce qu'on demandera aux transporteurs de revenir à Cotonou? S'ils reviennent à Cotonou, tu vas payer les manques à gagner. Donc, la seule solution, c'est de dire, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, nous vous prions de recourir à la CEDEAO
et de demander à la CEDEAO de revoir sa position, notamment les sanctions, notamment la fermeture des frontières, et de permettre aux transporteurs qui ont des difficultés depuis des semaines de partir au Niger, livrer les marchandises et de pouvoir voir rentrer dans leur fonds et vivre, et faire vivre leur famille. C'est tout. Donc, dire qu'on veut aller s'enquérir encore, pour moi, c'est de la diversion pure et simple. Ils peuvent ne pas être d'accord. Mais la solution, c'est une seule solution et une seule personne, Patrice Talon. Alors, vous me direz si ici aussi il s'agit de médecins après la mort, Laurent Roland, Antonin Kess. On peut lire à la une du quotidien L'Audace Info ce matin, reprofilage des voies secondaires dégradées dans les 6 quartiers de Godomè par la présidente de l'UDBN. L'honorable Prudencio offre plusieurs camions de sable à découvrir. Alors là, par exemple, je pourrais vous dire que vous avez raison. Là, je peux vous dire, mieux vaut après la mort. Non, pas médecin après la mort, mieux vaut tard que jamais. Okay. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement dans une petite saison pluvieuse, notamment, on dit le Zosu en septembre, et les voies de Calavi sont dégradées à tous les niveaux. Parce que ce n'est pas seulement à Godomè. Je voudrais peut-être interpeller l'honorable Claudien pour dire que oui, on la connaît, native de Godomè, mais elle est de la 6e circonscription électorale qui regroupe, en tout cas, Aboubé, Calavi, Soavaisé. Donc, qu'elle ferait mieux de se pencher sur les cas de Calavi. Qu'elle ferait mieux ou qu'elle ferait bien? Qu'elle ferait bien, pardon. Voilà. Bon, de toute façon, mais mieux ou bien, ce serait elle a déjà fait bien. Voilà. Bon, pour moi, elle a déjà fait bien. Oui. Elle a déjà fait bien. Elle pourrait, justement, elle pourrait mieux faire. Pourrait mieux faire, voilà. En s'intéressant à d'autres arrondissements. Quand je prends le tronçon Carrefour Satellite, Carrefour Haïti, par exemple, même si c'est dans asphaltage 2, à circuler là, c'est très difficile pour les populations. Quand je prends, comment vous appelez, il y a plusieurs voies. Quand vous prenez le Carrefour Haïti, Carrefour Séminaire, même si c'est un projet pour asphalter. C'est un projet également. Mais ce n'est pas parce que le gouvernement a prévu faire asphaltage que les autorités communales doivent aller dormir. Et c'est ça le problème des politiques sous nos cieux. C'est-à-dire, parce que le gouvernement... En parlant d'autorité communale, j'espère que vous ne faites pas allusion à l'honorable Claudine Afchavi. Je parle du maire, mais écoutez, voilà. non. Parce qu'on parlait de l'honorable Claudine Prudencio. Voilà, parce qu'on parlait de l'honorable Claudine Prudencio. Non, mais quand je... Voilà, donc oui, faisons la part des choses. Je ne peux quand même pas faire cette confusion quand même. Voilà. Donc, pour vous dire quoi? C'est parce que le gouvernement a prévu faire asphaltage là, que vous allez dormir pour dire, bon, comme on veut faire asphaltage déjà, bon, vous pouvez circuler sur la voie dégradée. En attendant. Mais ça détruit les véhicules pour les gens, les motos pour les gens. C'est une peine, c'est de la difficulté pour les citoyens de circuler dans la bonne cave aujourd'hui. Donc, quand elle offre des voyages de sable dans Décombé, connaissant aussi le relief de Saint-Oupodi, comment est-ce que ça passe, ça se passe, c'est très bien d'agir de cette manière. Et je vais peut-être l'inviter ce matin à se pencher sur les situations de Carrefour Séminaire, Carrefour, comment vous appelez, Carrefour Haïti, Carrefour Satellite, et d'autres, bien d'autres voies qui sont totalement dégradées, difficiles de circuler, mais nous avons des autorités qui passent par là parfois. Mais comme ils sont dans les grosses caisses parfois, eux ne sentent pas peut-être les difficultés des populations. L'idéal, c'est que maintenant, les bonnes volontés, comme l'honorable Claudine Affaire-Prudencio, se penchent véritablement sur la situation des citoyens et en offrant aussi des voies de sable à Bourg-Calavi. Déjà, c'est ce qu'elle a fait à Godomè à saluer, il faut la féliciter, parce que il faut préciser un fait, et sur la question, je suis très, très faible, nous ne sommes pas à la veille d'une élection présidentielle ou législative ou communale. Pour qu'on puisse penser à une opération. Malheureusement, les gens attendent la veille des élections pour commencer à faire, pour montrer qu'ils sont assez sociables dans une certaine mesure. Mais elle montre le chemin pour dire qu'il ne faut pas attendre les élections. Il faut vraiment penser. Il faut aller au chevet des populations quand elles en ont besoin. Quand elles sont en difficulté. Et donc, ça, au moins, l'initiative est très à saluer fortement parce que il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'enjeu pour elle pour le moment. Elle était à un poste, en tout cas à un poste nominatif, et après elle a quitté, elle n'est plus là. Donc elle peut aller dormir dans sa maison, faire voyager, faire ce qu'elle veut avec son argent. Mais si elle offre des voyages de sable, on sait que ce n'est pas 10 000 francs un voyage de sable, ce n'est pas 5 000 francs. Même si elle en offrait au moins 2 quand même, c'est quelque chose à saluer. Donc, je sais que ce n'est pas 2 voyages de sable, c'est plusieurs voyages de sable. Ce ne sont pas des 5, hein, je pense, je vais revenir sur l'article, je pense que si la régie nous suit, elle nous proposera à nouveau. Voilà, on peut donc lire clairement que la fondatrice donc, du parti Union démocratique
pour un Bénin nouveau a apporté une solution salutaire qui conjugue désormais au passé les souffrances des populations. Quand on sait qu'il y a des élus de Godomé qui font partie du conseil communal. communal. 6 quartiers de Godomé qui sont tous donc concernés par, quand on sait qu'il y a des élus de l'arrondissement de Godomé, quand on sait que ces personnes en réalité doivent faire ce travail, mais que sont peut-être occupées à autre chose, elles leur montrent le chemin. C'est ça. Vivement que d'autres personnalités politiques de la localité lui emboîtent le pas. Quand elle le fait, c'est pour montrer peut-être au maire qu'il y a mieux à faire, qu'il ferait mieux de se pencher véritablement sur les problèmes des citoyens. J'ai pu lire il y a quelques mois en arrière qu'il y avait un marché concernant le reprofilage des voies qui avait été voté. J'ai pu lire, je ne pas sans aucune confirmation, et qu'en réalité, quelqu'un devrait s'occuper du reprofilage des voies. C'est ce que j'ai pu lire maintenant. Le conseil communal peut venir dire que ce n'est pas ça, mais tu dis que si ce n'est pas ça, au cours de la prochaine session, qui se penche véritablement sur ces questions-là. Parlons, si nous continuons de parler, Laurent Roland-Antonin Caisse, décentralisation, démission du SE de la mairie d'Abomey. Nous sommes à la une du quotidien Émergence Info. Énième signe d'une réforme structurelle de la décentralisation éprouvée. Oui, cette réforme a été attaquée au départ et puis après, ça a été approuvé. Moi-même, j'ai attaqué à un moment donné parce que j'estimais que oui, est-ce qu'on ne dépouillait pas les maires de leur autorité, de l'autorité administrative pour leur donner juste l'autorité politique. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et on croyait, en tout cas, on a cru que oui, avec la secrétaire exécutive, ça pouvait aller mieux. Mais on se rend compte que de jour en jour, c'est soit des SE qui sont en tout cas suspendus, ou soit un des SE qui vient de démissionner. C'est ce que j'ai pu lire, il y a un secrétaire exécutif qui a démissionné. Et quand on sait aussi que c'est d'Abomey. Oui, et quand on sait qu'il y a une bataille, est-ce que je dirais bataille, un duel peut-être à mort entre les conseillers communaux, les maires et les SE, parce que par le passé, les maires savent comment gérer les marchés publics et comment est-ce que chaque conseil communal peut trouver à gagner un marché, créer une entreprise autour de son époux, au nom de son épouse ou de son beau-frère ou sa belle-sœur pour gagner un marché. Et donc ça se passe entre eux. Mais avec le secrétaire exécutif, il n'y a plus, comme on le dit, déni, quoi. Ils n'ont plus rien. Et donc les SE sont devenus peut-être les bêtes à abattre par les conseils communaux dans certaines mesures. Donc je pense que il faut tenir compte des problèmes qui se produisent pour revoir cette réforme, c'est-à-dire que structurer de sorte que les SE soient à l'abri des problèmes et en même temps ne soient pas considérés comme les plus forts, les plus dominants dans les conseils communaux, parce qu'à cette allure, fort heureusement que ils sont encore en vie, parce qu'on sait comment les gens font. Ils sont capables de tuer banalement les SE, de faire un certain nombre de choses. Mais je sais que quelqu'un qui tombera dans ce piège aura Patrice Talon à dos, parce que c'est une réforme voulue, souhaitée, voulue, et en tout cas promu par Patrice Talon, et donc quiconque se trouvait dans cette situation aura des comptes à rendre à Patrice Talon. Mais toujours est-il que je pense que s'il y a des choses à revoir sur cette réforme, il vaut mieux les revoir plus vite pour faciliter la tâche au secrétaire exécutif et en même temps, en tout cas, faire en sorte de créer un climat de confiance. Créer donc un climat de confiance entre SE et maire et pourquoi pas tous les élus locaux. Laurent Roland-Antonin Caisse, vous en appeliez tout à l'heure au président de la République Patrice Talon. Le potentiel, on appelle également au chef de l'État quant à ce qu'il appelle mauvaise gestion, détournement, corruption dans les structures publiques. La rupture donc souillée, Talon pour le coup de balai, l'éponge métallique pour nettoyer la souillure dans l'écurie de la rupture, le BAI pour fouiller la gestion des DG et cadres trempés dans la magouille. La proximité avec de prétendus présidentiables ne saurait être une caution à l'impunité. C'est lourd tout ça. Oui, c'est la dernière partie qui m'intéresse. La proximité avec le prétendu. De prétendu présidentiable ne saurait être une caution à l'impunité. À demi-mot. Je crois que le potentiel a résumé tout ce que nous vivons ces derniers jours. À demi-mot. C'est parce que vous pouvez aller faire une déclaration de suspension de candidature que vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Nous sommes dans un pays du droit. Et ça risque d'amener des brouilles entre deux amis de longue date.
Toujours est-il que oui, quand les gens gèrent mal, le potentiel est en train de dénoncer ça depuis des semaines. Et jusque-là, aucune réaction. Peut-être que quand le potentiel va continuer à citer des noms avec des preuves à l'appui, c'est tellement qu'ils vont réagir. Mais je veux bien croire que le journal n'est pas dans la diversion et que le journal sait de ce dont il parle. Et, en tout cas, je ne sous-estime pas Adrien Timpator et les siens. Je ne sous-estime pas. Je sais très bien que quand ils vont dire quelque chose comme ça, ce n'est pas surprenant qu'il en parle comme ça avec insistance depuis des semaines. Au gouvernement maintenant de voir comment faire. Maintenant, s'il y a des gens qui sont à des postes de responsabilité et qui siphonnent les ressources de l'État en pensant qu'ils peuvent aller faire une déclaration de suspension de candidature et que ça pourrait les protéger, ils se trompent largement parce que les intérêts ne sont toujours pas les mêmes. À un moment donné, les autres peuvent s'entendre pour dire, écoutez, tu me donnes sa tête et je te donne telle chose. Et donc, ah oui, vous pouvez être sacrifié à tout moment. Faites attention quand on vous donne l'opportunité de manger un peu. Ne soyez pas gourmand. Sachez manger. Décryptage info. Ne mangez pas avec la louche, mangez avec les cuillères à café. Ou même une fourchette à la limite. Sinon, vous allez finir là-bas et puis finalement, on vous saisit tout. La criette, c'est 5 ans, c'est 10 ans. Poursuivons avec Décryptage Info. Roland Toninquès entretient des axes routiers à Cotonou. Le ministre José Tonanto, l'efficacité dans la discrétion. On parle également du prix Kofi Annan reçu notamment par le Bénin. Oui, de son fait. Oui, son sécurité routière, avec la sécurité routière, oui, on sait qu'il y a un travail qui est fait. Même s'il y a des accidents au jour le jour sur les axes routiers, un travail formidable est fait. Et en la matière, si le Bénin reçoit une discussion, c'est parce que les experts ont certainement fait un constat. Ce que je vais peut-être relever, c'est de travailler à ce que les panneaux soient repositionnés sur le tronçon. C'est très important. Maintenant, parlant de l'efficacité, j'avoue que oui, ce que je vois ces derniers jours dans la ville de Cotonou est à saluer. Est à saluer, il faut... Dites-nous ce que vous y voyez justement. Écoutez, reprenez le tronçon échangé de Godomain, comment vous appelez, Carrefour Sika Toyota. La voie a été dégradée. Oui, c'est vrai. Cabossée. Il y a eu des travaux. Oui. Il y a eu des travaux. On a eu un ministre qui, effectivement, il y a un ministre qui a fait... Quand on prend par là, désormais, on roule mieux, en fait. Voilà, il y avait un ministre, ville individu, qui a fait une descente, qui avait promis... Arrêtez. Je ne dis pas qu'il est ville individu. Voilà. En fait, c'est son sobriquet que je lui ai attribué. C'est mieux dit ainsi. Okay. Parce qu'on peut très vite mal interpréter. Non, pardon. Voilà. Et on est lundi matin. Qui a fait des descentes, qui nous avait promis des actions urgentes. Oui, c'est vrai que... Lesquelles actions urgentes datent de la période précoloniale. Personne n'a rien fait. Finalement, on a vu un ministre. C'est vrai que... C'est vrai qu'on attend d'ailleurs le ministre Tonanto aussi sur ce tronçon dont vous parlez. En fait, c'est ce qui est bien. Allusion, le trafic local de Godomain. En fait, vous savez, les gens ont la chance de se racheter sur des sujets donnés, sur des terrains donnés. Le ministre Tonanto nous avait promis qu'à l'horizon 2020, il n'y aura plus jamais d'inondation à Cotonou. Mais nous y sommes toujours. Ben après, on a eu des difficultés. Mais pour au moins ça, il faut le féliciter. C'est-à-dire que le monsieur fait un travail silencieusement. Ils n'ont pas annoncé, caméra, micro, descendre sur le terrain. Et tout est aménagé. Je pense qu'après Cotonou, qu'ils veuillent bien se pencher. Descendre sur Calavi. Sur Calavi. Parce que quand Calavi, moi je me pose toujours la question, nos autorités... Il y a des voies qui se dégradent au jour le jour. Nos autorités, finalement, pourquoi ils nous font ça? On a fait quoi pour mériter ça? Parce que quand vous prenez le tronçon devant Académie Photo pour aller vers le Carrefour à Conville, regardez la voie. C'est gâté depuis des semaines et personne n'en parle. Allez à Kota, il y a un trou au Carrefour là. C'est pas possible. Carrefour redonne pour aller vers, comment vous appelez, la clinique Bioso. Écoutez, la dernière fois je suis tombé, et c'est au niveau de Carrefour et on voit ça. Et on passe. Après, il faut prendre justement... ils ont des amis, ce qui est choquant. De Akasato jusqu'ici pour se rendre compte que la voie elle est en train de se dégrader. Totalement. Écoutez, au niveau de l'IPS, l'ancienne entreprise d'IPS là, quand il pleut, difficile de circuler. Il y a un lac qui s'installe. Écoutez, vous allez voir un jour, le bitume va en tout cas fendre en deux. Et ça va être difficile de circuler. C'est pas bien possible. C'est la prochaine étape. Regardez, il n'y a plus de support en bas. Et ces autorités passent par là et voient ça. Même s'ils ne vivent pas dans la zone, c'est qu'ils ont des amis, peut-être certaines familles ont de leur maîtresse dans leur région, dans ces zones-là, qui vont voir
Mais quand même, qu'ils aient pitié au moins de ceux à qui ils rendent visite dans les zones. Ou bien ceux qui... Non, c'est pas bien. C'est-à-dire que, en fait, je me pose la question de savoir, parce qu'ils sont parfois dans les grosses caisses des 4x4 là, ils ne sont pas les mêmes divisés. Non, mais ils ont des collaborateurs. Et si les collaborateurs aussi qui vivent dans ces milieux-là vivent ça au jour le jour, ne peuvent pas interpeller leur autorité, leur supérieur hiérarchique, il y a une mauvaise foi dans ce pays en réalité. Parce que au Carrefour Pota, j'ai vu un camion déverser du sable lagunaire là, et c'est un policier qui est en train d'aider à décharger le sable là. Un policier. Et les mêmes policiers, quand on va les défendre, on va vous dire que comment est-ce que vous attaquez la police républicaine. Le policier que j'ai vu à Pota porter un perméable de 200 que les bonnes dames vendent au Carrefour là, sous la pluie. Et on veut la voie qui est gâtée. Il y a des autorités communales qui ne font rien. Et on amène un camion de sable lagunaire et c'est le policier qui décharge le sable là. Oui, c'est pas des images. Comment pouvez-vous dire que ces autorités communales ne font rien? Mais écoutez, s'ils font quelque chose, est-ce que les voies seront comme ça? Vous pensez que ce sable est arrivé à destination du fait de qui? Une autorité qui amène du sable lagunaire sur un tronçon dégradé. Ça veut dire qu'il ne connaît pas son rôle. Ce n'est pas le sable qui répare un bitume dégradé. C'est un début. Hein? C'est un début. Écoutez, ce que je dis, maintenant, s'ils font véritablement quelque chose, maintenant, quand vous me dites que c'est comme s'ils elles ne font rien, ces autorités, le tronçon Académie Photo à Conville, ça date de quand? Oui, bon, vous ne prenez pas là. On s'interroge. Il y avait même un bureau de démembrement de la mairie. Là. Donc ça veut dire que les autorités ne prennent pas là quand même, mon cher. Et donc quand vous allez à Godemain-Redon là, je sais qu'il y a beaucoup d'élus de Godemain, notamment le maire qui connaissent bien ce milieu, qui prennent par là, le chef d'arrondissement de Godemain qui prend par là, bien évidemment. Donc vous allez me dire qu'ils ne voient pas ça et qu'ils font quelque chose pour ça. Qu'est-ce que les citoyens ont fait pour mériter ça? Je pense que si en réalité il y a un problème, qu'ils nous disent qu'il y a un problème. Et je ne pense pas que c'est l'argent qui manque, parce qu'ils collectent chaque fois de l'argent chez les bonnes dames, voire de l'avoir. Les recettes là font quoi? Laurent Roland Tonei-Kess, le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Mais je crois que... on va finir par ceci. De toute façon, on se retrouve dans l'actu décalée pour en reparler aussi. Le drame de Sem Craqué survenu il y a un peu plus d'une semaine. Laurent Roland Tonei-Kess, Matin Libre, on parle ce matin en titrant Drame au Bénin, la symbolique de deuil national ne dit rien à la rupture. Bon. C'est une affirmation, ce n'est pas une interrogation, ce n'est pas une exclamation, c'est une affirmation. Si je l'avais dit il y a quelques jours, on me traiterait de polémiste. Ailleurs, quand il y a de tels incendies, de tels drames, il y a un deuil national qui est décrété. On me dira que oui, mais ça ne sert à rien. Je suis sûr que le porte-parole reviendra là-dessus pour dire que ça ne sert à rien de décréter un deuil national. Mais c'est quand même des filles et des fils du Bénin qui sont décédés. Et de la plus cruelle des morts. Un deuil national, même de 2 jours, d'une journée, c'est quand même une manière de leur rendre hommage. Maintenant, si le pouvoir viendra, parce qu'on vous dira que vous êtes à la quête de sensations et que c'est pour ça que vous pensez qu'il faut nécessairement décréter un deuil national, je ne suis pas à la quête de sensations. C'est là normal. Ce n'est pas nous qui avons inventé la bonne manière. Ça se passe dans le monde entier. Ça s'est passé au Sénégal. Macky Sall a décrété un deuil national. Ça se passe un peu partout dans le monde. Les gens décrètent un deuil national. On parle en l'état actuellement de 36 personnes décédées de la plus cruelle des morts. Et donc, décréter un deuil national d'une journée, c'est une manière de rendre hommage à ces personnes. Ça ne coûte rien. Et on ne demande pas au gouvernement de décréter le deuil national, d'aller donner 4 milliards aux victimes, aux parents des victimes. Non. Mais c'est aussi une manière pour le gouvernement de nous montrer sa sensibilité, sa compassion. Et puis, pour que tout le monde se sente aussi concerné dans une certaine mesure, oui. Maintenant, si on ne le fait pas, ils nous diront que certainement, ils auront les raisons pour justifier. Oui, justement. Moi je n'en fais pas. De compassion, on a vu le gouvernement à l'œuvre depuis, et on en reparle, comme je l'ai dit, dans l'acte décalé. De toute façon, Ahmed Aripa, je suis d'accord que le gouvernement s'est penché sur le cas des personnes qui sont encore sous soins et que le gouvernement le fait gratuitement. Et d'ailleurs, même quand je vois les gens comme là-dessus, c'est normal que le gouvernement prenne ça en charge. Il y a des tests d'ADN qui sont oui, c'est tout de go, la raison du gouvernement de prendre en charge pour l'identification des décors, des victimes et tout ça. Donc oui, le gouvernement est au chevet quand même, donc le gouvernement n'est pas insensible. Après,
sur la question, oui, du deuil Non, national. je n'ai pas dit qu'il ne soit pas un sens. J'ai été clair sur la question du deuil, du fait qu'il faut décréter un deuil national, c'est de l'ordre normal des choses. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Le gouvernement est le premier garant de la santé, de la protection des citoyens. Et donc, quand il y a un drame comme ça, le gouvernement a la responsabilité de prendre en charge toutes les victimes. Ce n'est pas faire plus qu'ils doivent faire, c'est ce qu'ils doivent faire, c'est l'ordre normal des choses. Mais après, décréter un deuil national, peut-être pour rendre hommage à ces personnes qui sont décédées, parce que oui, ceux qui sont en vie encore sont sous soins, sont pris en charge, les tests d'ADN seront faits, mais c'est aussi une manière de dire, bon, nous rendrons hommage à ces personnes. Maintenant, ils sont libres de le faire. Hein, voilà, c'est laissé à la discrétion. À la discrétion de l'État. Et c'est à eux de justifier. Je sais que d'ici là, notre grand frère viendra justifier. Il n'y a pas de problème. Merci à vous, Laurent Roland Toninquez.